Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lille, Lille, congrès national du bâtiment durable. Et avec mon invité, on va parler du rôle des architectes dans tout ça et de l'intérêt des architectes pour ce congrès. Julien Pichon, bonjour. Bonjour, Julien, vous êtes architecte, mais vous êtes aussi le trésorier de l'Ordre des architectes régional Hauts-de-France. c'est bien ça. Vous pouvez me donner un petit peu un descriptif de l'ordre ici? Combien êtes-vous sur quel... Alors, l'Ordre des architectes, c'est une instance qui est une délégation de service public de l'État, comme tout métier qui est réglementé, qui est soumis à un ordre. Donc, on a une mission régalienne fondamentale qui vise en fait à défendre l'intérêt supérieur de l'architecture. Il y a une loi en 77 qui a été votée, qui est la loi sur l'architecture, qui a identifié comme l'architecture comme un acte culturel et un acte d'intérêt public, d'où le fait qu'il y ait un métier protégé et spécifique, dont on fêtera les 50 ans en début Bientôt. 2027. Alors l'Ordre national prépare des événements pour ça, donc je vous invite à suivre, ça sera assez exceptionnel je pense. Et donc l'Ordre des architectes est divisé en deux types d'entités. Il y a un conseil national qui a certaines missions et dans chaque région métropolitaine et d'outre-mer, il y a un conseil régional qui est l'ancrage local, qui s'occupe forcément des confrères en local et qui assure la représentation et les missions de l'ordre en région. Donc il y a 18 conseillers, 5 permanents et on intervient dans le cadre de la partie, je dirais, plus politique, mais pas au sens partisan, au sens noble du terme de nos missions, pour justement défendre l'intérêt général, l'intérêt supérieur de l'architecture et apporter, indiquer quel est l'intérêt justement de l'architecture dans un tas de questions dans la société. Et aujourd'hui ici, dans les questions du bâtiment durable. Voilà. Donc ma question, unique, et puis on va la développer, hein. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors qu'est-ce qu'on fait ici L'Ordre, depuis un congrès national qui a eu lieu il y a 4 ans à Nantes, a travaillé de manière en fait trans-conseil, de manière collégiale, et a décidé de créer une action nationale annuelle qui s'appelle l'action territoriale. Donc on est à la 4e édition. Et cette action vise à apporter une thématique en fait au niveau national, mais au lieu de le centrer sur un ou deux gros événements parisiens ou décentrés, mais un ou deux événements, l'idée c'est d'infuser dans tout le territoire. Donc dans tous les conseils régionaux, y compris la Réunion, Mayotte ou la Guyane, hein, vraiment dans tout le territoire, il y a des événements qui sont portés par les conseils régionaux en appui avec le Conseil national pour apporter justement un éclairage sur l'intérêt de l'architecture et donc de l'architecte sur des thématiques spécifiques. La thématique de cette année, c'est ménager le vivant. C'est-à-dire que la réflexion qu'on a avec Christophe Millet, notre président national, c'est on a parlé de développement durable et d'aménagement durable. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne doit plus vraiment parler d'aménagement, mais de ménagement en fait, de notre environnement. Donc c'est comment on travaille en respect total de notre environnement. Ça se concrétise comment, par exemple, cette action ici, vous, en Hauts-de-France? Alors, on est un partenaire naturel et depuis longtemps du CD2E au niveau du conseil régional. Et lorsque le CD2E a dit on organise, nous à Lille, le congrès national du bâtiment durable, est-ce que vous voulez être notre partenaire? On a dit banco, oui, forcément, déjà c'est notre place. Mais du coup, on va ramener la question justement de notre AT25 et on va la faire au sein du salon, au sein du congrès, pour justement apporter l'éclairage de l'architecte sur ces problématiques-là. Surtout qu'on est complètement en lien avec le fait de ménager le vivant. Donc on est dans la thématique. Et donc, on a apporté une partie de la programmation, tant sur les conférenciers, sur les interventions, etc., justement pour apporter l'éclairage de la nécessité de la plus-value de l'architecture dans toutes ces questions. Une question concrète. La plus-value de l'architecture, quand on parle de ménager le vivant, c'est quoi? Enfin, une des plus-values, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs. En fait, la problématique, ici, on a des choses extrêmement pertinentes qui sont souvent des choses qui sont pointues. On va utiliser un matériau biosourcé, on va travailler sur un aménagement du territoire, on va chercher à densifier, éviter de s'attaquer à l'espace vivant, en fait, autour, à l'espace naturel. Mais que ce soit sur ces échelles-là ou des échelles plus techniques, les gens sont des spécialistes, apportent une solution ponctuelle et très pointue. L'architecte est généralement le seul, avec l'urbanisme, et qui est de formation architecte aussi,
la seule personne qui a un esprit de synthèse, une vision générale, et notamment la seule personne qui a une capacité d'avoir une vision de l'espace. Et lorsqu'on crée un bâtiment ou qu'on crée de l'aménagement, on a toujours obligation d'avoir cette notion d'espace. C'est aussi généralement l'architecte qui est le plus sensible aux notions d'usage. C'est aussi l'architecte qui souvent est la personne qui peut apporter une meilleure réponse sur un esprit de synthèse, parce que c'est notre rôle d'être chef d'orchestre sur un chantier, sur un projet, pour fédérer tous les acteurs et arriver à quelque chose de qualitatif. Et j'évoquais la loi de l'architecture de 77 avant. Moi, ce que je crains, ça c'est un avis plus personnel, mais aujourd'hui, le défi, c'est les questions du développement durable, c'est la décarbonation de la construction, c'est l'impact environnemental, c'est le réchauffement climatique. C'est un défi, je dirais, c'est une urgence humaine. On a eu après-guerre une autre urgence humaine qui était de loger les gens qui étaient dans des bidonvilles. À l'époque, on a déjà réfléchi à dire on va mettre des stratégies lourdes, on va faire déjà du hors-site, parce qu'on faisait déjà de la préfabrication lourde, et on a laissé faire, entre guillemets, sans forcément y faire avec de l'architecture. Et on est arrivé à des situations urbaines, bâtimentaires et après sociales catastrophiques, qui ont valu des ANRU 1, des ANRU 2 et des problématiques comme ça. Et on regarde que le patrimoine qui pose problème, généralement, il est antérieur à 77, comme par hasard. Le postérieur à 77, il pose moins de problèmes. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de dire oui, on est là, mais on est là pour apporter, ne pas oublier qu'on doit toujours faire de l'architecture quand on fait un bâtiment, on doit toujours faire de l'urbanisme quand on aménage un territoire ou du paysage, et on est les seuls à avoir cette compétence-là, et c'est un intérêt supérieur, mais c'est pas incompatible, il faut juste bien l'intégrer en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une urgence, ne faisons pas les mêmes erreurs qui ont été peut-être faites après-guerre, même si ça a quand même rendu beaucoup de services, hein, tous ces Exactement, bâtiments. oui, bien sûr. Ce que vous dites en filigrane, c'est que l'architecte a besoin d'intervenir en amont. Alors, dans les interventions qu'on a pu avoir sur le salon, on a notre président national, Christophe Millet, qui était présent à la plénière d'ouverture hier. Et si on peut retenir une chose de son message, c'est oui, souvent on appelle l'architecte quand on a défini le projet, on a défini le programme, on sait ce qu'on veut faire, on sait déjà combien d'argent on va mettre dessus, et on consulte l'architecte pour réaliser. Or, l'architecte a aussi énormément de compétences à apporter sur la réflexion, la définition d'un projet, et notamment sur les valeurs d'usage. Il a donné un exemple, la question des écoles et l'usage des écoles. Une école, son usage réel en temps, sur une année complète, sur les 365 jours, 24 heures par an, c'était 30-35% en fait, de la vie réelle du bâtiment. Réfléchir à mixer les usages, et il y a un exemple comme ça qui a été fait à Dunkerque récemment, qu'on peut aller voir, mixer les usages, de dire, voilà, l'école va être aussi le centre social, le centre aéré, la maison de la culture, la maison de quartier ou je ne sais autre fonction publique. Et du coup, elle va vivre le soir pour des associations, elle va vivre le mercredi après-midi encore pour les enfants, mais dans une autre activité, elle va vivre le week-end encore pour autre chose. Fait que on va avoir un seul bâtiment qui va avoir un usage multiple. Donc on en fait un au lieu de 3, donc on est plus vertueux. Du coup, on peut peut-être aussi investir un peu plus parce que le développement durable, ça coûte cher. Alors on a un retour sur investissement énorme derrière, hein. Moi-même, j'habite une maison passive, je gagne de l'argent parce que j'ai investi au début par rapport à mon usage. Pour pouvoir mais il faut pouvoir investir, c'est compliqué. Là, si on fait qu'un projet au lieu de 3, on va peut-être trouver plus facilement les moyens d'investir. Mais le problème, c'est que pour réfléchir à ça et dire comment ça fonctionne, la seule personne qui a une compétence spatiale pour même prédéfinir un programme, c'est l'architecte. Alors, ce n'est pas le même confrère qui va travailler sur ces missions en amont que celui qui va préparer, réaliser, mais c'est une compétence. Et d'ailleurs, on a développé ces dernières années une campagne qui s'appelle Un maire, un architecte, alors qu'on ne porte pas forcément ici, qu'on porte plus au Salon des maires. Par exemple, on a l'ordre à inventer un contrat d'accompagnement pour que des maires ruraux qui réfléchissent à de la programmation sur des sujets puissent solliciter un architecte en accompagnement sur de la programmation pour réfléchir en amont quand ils n'ont pas eux-mêmes une ingénierie structurée. Il y a vraiment toute une logique par rapport à ça. D'accord. Donc ça, c'est tous les messages que vous avez voulu porter ici, hein, en participant à ce congrès et en étant un moteur et une force de proposition du congrès. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous semble important de dire encore ? Alors, il y a votre invité d'hier. Alors, j'en ai eu beaucoup hier. Vous en avez eu beaucoup. Alors, voilà, c'est-à-dire que les architectes, on aime bien voyager. Hein. On est un peu rêveurs quand même. Mon invité de Barcelone. Votre invité de Barcelone, voilà. Donc, on a proposé au CD2E, en fait, d'avoir un éclairage d'un confrère exemplaire
qui fait un travail remarquable, mais qui n'est pas français, qui est dans une autre culture, même si elle est proche. Donc il y a Josep Ricard qui nous a fait l'honneur de venir animer une conférence pour présenter son travail, qui est un architecte catalan et qui travaille sur ces problématiques, et notamment sur les questions de matérialité, de transformation du bâti existant, de travailler avec le bâti existant, de reconstruction de la ville sur la ville, pour faire simple. Il est en train de refaire peut-être à lui seul la moitié de Barcelone quand on voit ses travaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas forcément transposer son travail de manière littérale chez nous, sauf peut-être quelques régions qui ont un climat équivalent, évidemment. Sauf qu'avoir déjà des confrères qui sont sur des problématiques de chaleur, vu l'évolution qu'on a, bon, il y a quand même des choses intéressantes. Mais c'est surtout qu'il a présenté en fait la démarche, la réflexion, la façon dont il pensait un projet, dont il déroulait les choses. Et c'est ça en fait qu'on va insister. C'est que quand je vous dis au début il faut être en amont, bon, bah, lui il réinterroge le programme d'origine, ou quand il travaille avec des particuliers, de toute façon il fait la mission de définition du programme en même temps qu'il fait la définition du projet. Et c'est ce process, cette réflexion d'intégration de la question du développement durable. Et très souvent ça se traduit de toute façon sur le bon matériau au bon endroit. Donc c'est une conception spatiale qu'on va combiner avec des choix stratégiques techniques, mais d'adapter le bon matériau au bon endroit. Et je pense que ça a été un succès. Je pense que les gens qui étaient dans la salle ont vraiment beaucoup apprécié la conférence. Et c'est cet éclairage-là qu'on voulait apporter au sein du CNBD. Voilà un exemple. Voilà un exemple de ce qu'on fait ailleurs. De ce qu'on peut faire ailleurs et dont on peut s'inspirer sur la façon de travailler. Nous sommes toujours au Congrès national Plan Bâtiment Durable pour un petit moment encore. J'ai beaucoup entendu parler ici, sur ce plateau, adaptabilité et habitabilité. Oui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et puis ce sera une forme de conclusion. Alors c'est un autre combat, ça m'évoque un autre combat de l'ordre au niveau national, au niveau général. C'est qu'on a beaucoup depuis des années une notion de politique de logement. Donc on réfléchit sur quelque chose souvent de quantitatif, une nécessité, et on a plein de concitoyens qui sont en difficulté par rapport à ces questions-là. On a aujourd'hui un secteur au niveau économique qui est complètement atone et qui ne répond encore moins à la problématique. Mais le problème, c'est que le logement a été construit au fil des ans comme un produit en réalité. C'est devenu un produit. Or, on vit dans ce produit. Et on se rend compte, on l'a vu avec le Covid et les obligations de confinement, on se rend compte lorsqu'on a des effets caniculaires aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut revenir à une logique, non pas du logement, mais de l'habité et de l'habitat, et donc de la sensation, de l'usage et de l'humain au cœur de cet élément-là. Et du coup, changer un peu les pratiques, et on arrive sur des questions aussi normatives, réglementaires, et c'est là où l'ordre a un rôle d'alerte envers les pouvoirs publics. C'est de dire attention que quand vous faites ça, vous bloquez en fait la conception dans un système. Du coup, on arrive sur une répétition d'un système et on ne sait plus forcément s'adapter aux choses. Vous faites un appartement, même si c'est entre guillemets le même appartement, mais vous le faites dans le centre-ville d'une métropole, vous le faites dans une petite ville moyenne. Déjà, la densité urbaine fait que le rapport à l'air, le rapport à l'eau, l'ensoleillement ou pas va être différent, la circulation d'air est différente. Est-ce qu'on peut faire des logements traversants ou pas? Et donc, il faut arriver dans quelque chose en fait de plus fin. Et c'est l'adaptabilité, en fait, elle va passer par là. C'est changer les pratiques. Et moi, j'ai eu la chance, au nom de l'Ordre des architectes, de faire partie du COPIL avec le CD2E pour organiser l'événement. Et quand on réfléchissait sur le nom, le slogan qui porte le nom, changement climatique, changeons nos pratiques. Voilà, l'idée, c'était de trouver un changement dessus parce que justement, c'est vraiment la façon de raisonner les choses qui est importante. En fait. Voilà, on va raisonner, on essaie de raisonner autrement. C'est ça. Avec une place centrale pour l'architecte. Exactement. J'ai tout compris. Je crois. Merci beaucoup. À vous. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV donc à nous expliquer l'intérêt pour l'ordre régional des architectes Hauts-de-France de participer encore à ce congrès. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et bien sûr sur les sites du congrès Bâtiment Durable, National Bâtiment Durable et sur le site du CD2E. Merci à vous. Merci à vous.